marchandisation des corps. On pourrait commencer par là déjà, sur ce sujet. Moi, je propose qu'on fait un tour de table sur cette question, qu'on reste pas plus de 2 minutes pour présenter juste ce qu'on pense de la marchandisation des corps et ce qu'on aimerait bien y mettre derrière. Un peu le monde marchand, quoi. Parce que déjà, on n'est pas nous-mêmes marchandisés quand on s'habille, quand tu vois ce que je veux dire, quand on doit se présenter à quelqu'un, etc. Là, c'est l'essai de vie de Colette, parce que justement, ça a été une femme tellement libre, tellement émancipée que voilà, elle allait jusqu'à des limites qu'aujourd'hui on trouverait justement peut-être infranchissables. De 1907, donc il y a plus d'un siècle, 120 ans. Moi, c'est mon corps qui pense. Il est plus intelligent que mon cerveau. Il ressent plus finement, plus complètement que mon cerveau, quand mon corps pense. Tout le reste se tait, et c'est ces moments-là, toute ma peau a une âme. Elle a marchandisé son corps, je veux dire, en étant sur scène nue en 1907. La marchandisation des corps, alors tu parlais de Colette, peut-être c'était à une autre époque, c'était pas n'importe qui, Colette. Donc elle avait peut-être un choix artistique, peut-être, je sais pas, dans sa tête, parce qu'elle était peut-être flinguée du cerveau aussi. Hein. Mais en tout cas, elle avait peut-être le choix de faire ce qu'elle voulait de son corps, et peut-être pas pour les mêmes raisons que les gamines qu'on voit dans la rue aujourd'hui, et pourquoi elles font ça aujourd'hui. Pour moi, marchandisation des corps égale traite des êtres humains, carrément. Donc c'est ça, et tout ce qui se cache derrière quand on dit ça. D'accord. J'ai envie de commencer par là. Okay. Que justement, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, des femmes dans ce patriarcat se vendent soi-disant volontairement, mais en fait elles en crèvent. Alors Colette, elle n'était pas très heureuse non plus. Mais est-ce qu'elle avait le choix? Non, on a quand même, on est marqué par notre famille, par notre vécu, par notre, voilà, par tout ce qui fait notre vie. Elle a été marquée par sa mère, c'était une maîtresse femme, et donc elle a pu s'émanciper de cette mère. Voilà. Et l'autre autrice qui est Lélia Arcan, qui est une québécoise, elle aussi c'est par rapport à sa mère qu'elle a marchandisé son corps. Donc ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas forcément, et c'est une intellectuelle multiste, si cette québécoise, et son livre c'est Putain. Et donc c'est une... Voilà. Donc et elle s'est donc vendue volontairement, délibérément. Elle faisait sa thèse de littérature en parallèle. Donc ce que je veux dire, c'est pas forcément parce qu'on est pris par des personnes extérieures. C'est peut-être parfois, elle c'est par rapport à sa mère et Colette aussi. C'est par compassion pour échapper. C'est pour échapper au modèle de sa mère, qui est ce modèle dans le patriarcat. Soumission. Mais en fait, plutôt, elle dit sa mère c'est une larve. En fait, ce qu'elle dit, elle appelle sa mère une larve. Et c'est pour réagir à ça. C'est qu'en fait, elle veut montrer cette marchandisation des corps. Les corps jeunes, les corps beaux, les corps tout fins, tout minces, tout machin. Déjà en 1907, c'était déjà ça. Et elle en crève de ça. Elle est très jolie. Son corps, son visage, elle est très, très belle, elle est très appréciée. Et elle n'a qu'une hantise, c'est de vieillir. Et ensuite, elle s'est mariée avec Juvenel, qui lui était un journaliste. Et si tu veux, c'était sa 3e vie, où elle a eu sa fille et où elle est rentrée un peu plus dans le cadre. Propre représentation et représentation de toutes et tous. J'ai travaillé dans le premier projet santé communautaire avec les personnes prostituées, parce que je pense que quand on parle de marchandisation des corps, comme tu parles d'esclavage, La traite des êtres humains. Voilà, la traite des êtres humains. Donc moi j'ai bossé dans ce milieu-là. Je ne me suis pas du tout battue contre la prostitution. Je me suis
battu, au contraire, pour que les personnes prostituées prennent leur histoire en main, ce qu'elles ont tout à fait fait depuis des années. Et dans une démarche bien positive aussi, c'était dans la prévention VIH surtout, et prévention de tout ce qui était maladie transmissible, sexuellement transmissible. Moi j'ai rencontré des femmes extraordinaires et beaucoup de personnes aussi dans le transsexualisme. Et effectivement, elles étaient tout à fait conscientes qu'elles pouvaient marchandiser leur corps. Ça avait un but bien précis, c'est qu'elles disaient très souvent qu'est-ce que vous ne faites pas, vous, quand vous êtes avec votre mec, à la maison, tous les jours, sans que vous le vouliez. Vous faites bien aussi ce genre de marchandisation, étant donné que vous êtes toujours à la maison, en train de faire la popote, et nanana. Donc de rester... elle revendiquait énormément ce système patriarcal dans lequel nous vivons. Et aussi ce système capitaliste, parce que effectivement c'est bien le capitalisme qui en fait un fétichisme, comme il dit si bien Marx. La marchandise est un fétichisme. Donc forcément, puisque nous sommes dans une société capitaliste, nous ne pouvons que marchander les corps. On ne demandera jamais l'avis de la personne qui a le souhait de se faire marchandiser, parce que comme tout le monde, on va bien... ça c'est une manière capitaliste de dire d'aller vendre notre force de travail, c'est ce qu'on fait. Mais c'est capitaliste. Donc si on parle de marchandisation des corps, je pense qu'il faut appeler un chat. Voilà. À mon avis, quand on parle de marchandisation des corps, on pense souvent à prostitution, mais il faut regarder dans un contexte beaucoup plus large, parce qu'on vend tous notre corps. Est-ce que c'est plus avilissant de vendre son sexe ou de vendre son cerveau? Elle me disait, si on considère que le cerveau est plus noble. Elles sont très proches du terrain et elles sont très pragmatiques. Voilà, c'était ce que moi j'en ai énormément appris dans les années 95-96 quand on a monté ces projets. Et franchement, moi je les voulais partout. On a fait de la formation avec elles, avec les personnes prostituées, qu'ils soient transgenres, qu'ils soient femmes, hommes. Parce qu'il y a des hommes aussi qui ont leur corps, voilà, ce qu'on appelle les chicolos. Et puis, elles sont à tous les niveaux de nos sociétés. Elles ne se prostituaient même pas pour du fric, elles se prostituaient pour un coca et pour un sandwich. Donc, on a eu affaire aussi à ces personnes-là. Et nous, ce qui était important, c'est qu'elles retirent aussi du fric. Qu'est-ce que ça veut dire se prostituer pour un sandwich ou aller faire aussi mettre en place toute une réflexion au niveau de toutes les prostituées. C'est la seule chose grave auxquelles on a été confrontés, c'était dans les années 97-98, oui, quand la prostitution effectivement gérée par les Russes et les Ukrainiens sont arrivés avec derrière la cam, avec derrière. C'était toute une période aussi, dans les années 90, où on a milité pour justement la visibilisation de tout ce qui était underground et qu'on puisse effectivement prendre en compte toute la problématique de la toxicomanie. Et la seule chose sur laquelle on était hyper vigilant, c'était la prostitution mineure. Voilà. Ça, elles sont arrivées effectivement on a réussi à travailler avec les filles, à dénoncer et à mener en procès. C'était la bonne personne. C'est mon intuition et moi j'y vais là-dedans. Moi j'y crois beaucoup aux intuitions aussi. Franchement, je te remercie beaucoup parce que tu m'as appris beaucoup de choses que je savais plus ou moins, que sinon un peu plus, d'accord. Mais c'est vrai que c'est un sujet auquel je n'arrive pas vraiment à avoir d'idées précises en termes de lutte. Je pense que en tant que militante, beaucoup sont arrivés. Oui, mais complètement. Mais c'est normal. Quand je suis assistante sociale, oui, tu le sais, je suis amenée à rencontrer ce genre de personnes.
les peu de fois où je les ai rencontrés dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire de 10 ans de carrière aujourd'hui, je t'assure que c'est jamais voulu. Ça n'a jamais été voulu, ça n'a jamais été un projet de société, ça n'a été jamais un projet, voilà, c'était contraint. Et notamment par le biais de l'argent. Avoir besoin d'argent pour se nourrir, elle n'avait pas le choix. C'était ça en fait. Et il y avait un grand sentiment de vie. Au-delà de ça, maintenant que j'en ai bien parlé, je l'avais beaucoup d'intérêt. Moi, quand j'ai vu cette question, qui nous a été posée, sur le sujet qui nous a été demandé de traiter aujourd'hui aux féministes, j'ai pensé à l'esclavage directement. L'esclavage, et notamment j'ai fait le lien avec le capitalisme aujourd'hui, parce qu'on ne vend pas que son sexe, on vend aussi son corps, ses bras, son cerveau, ce que tu disais, et on marchande notre corps d'une manière ou d'une autre. À quand c'est encadré, ça devient, on va dire, digne, parce qu'on parle de dignité humaine, et quand ça ne le devient pas, c'est quand il n'y a plus de dignité, et notamment on parle d'exploitation. Marx, voilà, exploiter le travail. Quand on devient exploité, donc esclavagisé, parce que c'est l'esclavage moderne, là, oui, il y a quelque chose à faire en termes de lutte, parce qu'on est des militants, des militantes, il y a quelque chose à faire pour défendre une cause, mais jamais sans le premier concerné. Il y a une deuxième voie dans laquelle j'ai positionné ce sujet, c'est le mot au pluriel, des corps. Donc je me dis oui, il y a les corps, les grands, les petits, les jeunes, et les enfants aussi, donc le corps des enfants. Et aussi, on n'est pas qu'un corps biologiquement parlant, on est aussi des cellules, un foie, des organes. Vous voyez où j'en viens. Et donc à partir de là, la marchandisation des corps, il y a aussi la GPA. Qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui de la GPA? Je t'assure, là moi j'ai envie de vous écouter là-dessus. Je suis larguée aussi. Si je dois suivre mon premier instinct, je veux dire, je ne suis pas pour parce que je n'ai pas encore, je pense, construit ma pensée militante intellectuelle sur ce sujet pour avoir un avis définitif là-dessus. Parce que je suis mère de famille, donc là c'est mon instinct primaire qui voilà, ben c'est ça, primaire, ça, tu aimes bien toi et moi, envie, primaire. Et en effet, qui en ressort. Donc là, je te dirais clairement, non, je ne vais pas vendre mon utérus parce qu'il y a un enfant qui va grandir à moi pour le donner à quelqu'un d'autre, parce qu'à un moment donné, le lien viscéral, le lien viscéral, parce que c'est 9 mois de notre vie quand même. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont quand même pas adoptés, et donc commençons par le début, c'est-à-dire par là. Ceux qui sont là, ouais. Surtout que, et là on y va plus loin, on peut aller plus loin. L'environnement, on ne peut pas accueillir trop d'enfants sur Terre aujourd'hui, donc en faire pour en faire, alors qu'il y a des enfants qui sont en attente, orphelins. Ouais. Donc pourquoi faire ça en fait? Et tu sais pourquoi? Et bien sûr, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et je vais en venir, c'est ça que... Donc en fait, on désire avoir un enfant plutôt avec les yeux bleus. Donc on achète le gène au final. Hein, on achète le cheveu, on achète, donc on achète le gène, entre guillemets. Le gène, il fait partie de notre corps. Donc il y a ça aussi. Non, je vais prendre quelqu'un qui me ressemble. C'est ça. Mais donc ça va être mon ovule et le spermatozoïde. Donc on en vient à quantifier même l'être humain, à le. Oui, c'est ça, comment ça s'appelle le trans. Comment ça s'appelle? Le génisme. Le génisme. Mais après, ça fait les analogues là. Oui, quand ils font de la sélection génétique. Transhumanisme. Transhumanisme. Et ça, c'est grave. C'est ça. Parce qu'il y a du racisme derrière aussi. Oui, bien sûr. Et oui, la sélection. Il y a du racisme génétique. Est-ce qu'il faudrait peut-être que nous travaillions avec les premiers concernés de près? Forcément, on ne peut pas le faire sans eux. On est dans ce cadre-là, on fait avec, par et pour. Ça a toujours été notre façon de fonctionner. Mais aujourd'hui, je suis plein de questions et je vais repartir avec plein de questions aussi. C'est une question de représentation, exactement, parce que c'est pas une question de... On va pas s'afficher, de dire ouais, c'est là vraiment
ça. C'est effectivement, on vit dans une société où il y a encore des tabous, mais on vit dans une société aussi où il y a des représentations sur les femmes, sur les hommes, sur le transgenre, sur ceux qui sont femmes mais qui veulent être hommes mais qui resteront femmes. Enfin, X, donc tu vas être hyper féminisé sans pouvoir. En fait, t'es pas genré biologiquement, quoi. Mais qui a mis la définition, excuse-moi, qui a mis la définition du féminisé et du masculinisé au final? Si tu regardes bien, si par exemple la personne qui se sent mal dans son corps parce qu'elle est née femme et elle se sent pas femme. Quand je dis elle est née femme, c'est-à-dire elle est née avec un sexe féminin, mais elle ne se sent pas femme parce que dans la société, on lui a dit une femme c'est ça. Et elle ne se sent pas dans ça, mais elle se sent dans autre chose. Donc elle se dit, pour être totalement moi aux yeux de la société, il faut que je change mon corps pour être dans ce que je pense être, dans ce moule-là. Et si la société acceptait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de définition du féminin et du masculin, c'est-à-dire tu es comme tu es, peut-être, je dis bien peut-être, c'est peut-être même, cette même personne qui est née féminin et qui a des attitudes masculines, entre guillemets, par rapport aux critères actuels, d'accord? Imaginons que dans une société ça n'existait pas, elle n'aurait pas eu besoin de changer de sexe. Quand par exemple un garçon, il se sent plus femme, mais il décide de rester garçon. Moi je commence à en connaître, je trouve que c'est aussi très fort de leur part. Oui, ils sont garçons, ils sont féminisés parce qu'ils ont choisi les attributs de ce corps qui leur parle plus au féminin. Mais en même temps, ils restent garçons. Alors, c'est exactement ce que tu dis. Alors que moi, je connais justement un jeune homme qui n'est pas bien dans son corps de garçon et qui change de prénom, se laisse pousser les cheveux, maintenant se maquille, etc. Et il est sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et tout ça, il fait ça. Lui, elle, c'est une torture. Il a vécu 20 ans, 22 ans dans un truc. Oui, et là maintenant il fait sa psychanalyse et sa psychothérapie machin pour aussi basculer. Et il attaque les hormones et il est en train de penser à l'opération. Ça ne concerne pas que les adultes aujourd'hui, mais des enfants très très jeunes qui sont mal dans leur peau et qui veulent changer de sexe dès enfant. Oui. Et ça, c'est incroyable. Et c'est pour ça que je dis peut-être. Je dis bien peut-être parce qu'aujourd'hui, on a des exemples qui sont connus grâce à Internet. Maintenant, on arrive à avoir des informations très rapides du bout du monde et tout ça. Des enfants très jeunes, de 4, 5 ans, 6 ans. Et donc, j'en viens à ma question. Est-ce que dès plus jeune âge, c'est-à-dire des bébés, tout ça, la formation de cette représentation qu'on a sur la femme ou l'homme se fait dès les premiers mois de vie, finalement. Tu vois, c'est ça la question que je me pose. On est des êtres humains, on absorbe des femmes. Donc on absorbe les informations qu'on a. Même une femme sans le savoir, elle va donner son sein différemment à un bébé. Il paraît garçon ou fille? Un bébé garçon. Oui, il paraît garçon. Ça c'est Marotti, une grande féministe italienne. Donc, du côté des petites filles, je vous à la marchandisation des organes, c'est un maximum. J'ai oublié qu'on a eu les problèmes de sang contaminé. Le fétichisme de la marchandise est primordial dans ça. Parce que toutes les marchandises, dans un système capitaliste, toutes les marchandises. On supprime le capitalisme, on n'aura plus. Ça fait ça. On échange le corps. Le corps, c'est notre véhicule, il s'ouvre, il ressemble à de trucs. Mais est-ce que l'âme, c'est pas important? Est-ce qu'on est que le corps? Est-ce que qui s'occupe de l'âme? Après, je sais pas comment ça s'appelle. Qui s'occupe de l'âme? Est-ce qu'il y a des médecins de l'âme? Oui, elle te dit avant, maintenant qui on peut avoir, si vous voulez, se réapproprier nos âmes et nos esprits aussi. Alors. Qu'est-ce qu'on vend quand on vend? Non, je sais pas. C'est quoi je vous écoute, mais voilà, c'est bien ça. Et je
notre trésor, on n'est jamais. C'était vraiment notre Graal, le truc hyper précieux, il faut que personne ne touche à ça. Moi j'ai toujours eu cette sensation. Et je ne sais pas si c'est une part subtile, notre part lumineuse. C'est bizarre, c'est notre raison de vivre. Notre raison de vivre, ce qui nous. Enfin, pour moi, c'est ce qui nous reconnecte. C'est le fil d'or, là, tu vois. C'est un peu spirituel, ce que je dis un peu de Un peu la poétesse, envie de faire réfléchir. Et est-ce que derrière elle, il n'y avait pas des hommes qui se cachaient? Alors ça, c'est une représentation, justement. Nous, on a énormément travaillé sur nos propres représentations. Parce que quand tu me parles de ça, c'est une représentation que tu as de papa. Je pose la question, c'est pour ça. Oui, mais parce qu'il y a une représentation globale, si tu veux, de sociétés sociétales. Moi, je dis ça parce que je suis à Catane et c'est un réseau. Donc, oui, c'est des filles qui sont souvent mineures, qui viennent de l'Est. Et qui sont contraintes de faire ça, et qui se droguent pour échapper à la réalité. En fait. Il y a eu un autre système dans les années 97, parce que moi on a bossé jusqu'à 80. Bon, on a commencé en 94, mais à partir des années 2000, il y a un autre système qui est arrivé à se mettre en place. Exactement ce qu'on avait comme représentation, c'est-à-dire que les filles, elles ne pouvaient pas gérer tout ça. Et non, il fallait des macs. Alors que c'est faux. La plupart des prostituées, on avait un projet Sentinelle, on avait 7 projets de prostitution sur la France entière. On en a monté 3 de plus, on est arrivé jusqu'à 10, une dizaine, et on a plus travaillé sur les désirs, les besoins des personnes prostituées, leurs désirs, leurs envies. Et ce qui était important, c'était elles qui construisaient ça. Est-ce qu'on ouvrait les maisons closes? Est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on faisait payer? Est-ce qu'on travaillait sur les clients? Ce qu'on a fait. On a travaillé sur le client. Qu'est-ce que font les clients? Que veulent les clients? Qu'est-ce que peut être? Alors, tous ces items, si tu veux, simplement le problème du souteneur, du MAC, tout ça, c'est devenu différent quand il y a eu justement la drogue qui est vraiment arrivée sur le terrain pour se payer sa dose. Parce que là, c'était une drogue beaucoup plus dure. C'était pas du shit, c'était pas de l'herbe, c'était de l'héros. Et dans l'héroïne, il y avait aussi des problèmes sociaux qu'on avait laissé complètement de côté. Parce que nous, on a eu terrible, mais dans les années 90-80, imaginez bien qu'on voyait on a été en retard sur le VIH. Et surtout dans la région des Bouches-du-Rhône. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place avec des partenaires qui étaient vraiment en santé publique, qui faisaient vraiment de la vraie santé publique, au niveau de Marseille et au niveau des institutions régionales. Et c'est là qu'on a mis en place ce projet pour que justement, en même temps, elles se faisaient enseignantes de l'éducation. Elles étaient des éducatrices aussi pour les clients. Pour le plan de dans comment ça se fait, comment ça se passe, quel tarif on va donner, tout ça. Et les jeunes, quand les jeunes sont là, qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes? Est-ce qu'on va vers elles? Est-ce qu'on les laisse faire? Ça, c'était tout un travail de tissage, de lien au sein du terrain et au sein de la route. Et c'est comme ça aussi qu'on a mis en place tous les projets de santé communautaire auprès des personnes prostituées et toxicomanes. Et on a fait un gros travail avec tous les intervenants associatifs qui travaillent. Angela Davis d'Amérique a joué sa vie pour vouloir aux femmes de l'ailleurs tragique redonner 3 notes d'espoir. Elle la veut belle, la revanche, quand l'histoire racontera ce siècle d'imbécile errance où la bêtise avait sa loi.